Merci beaucoup, Louis, pour cette aimable introduction. Merci surtout pour l'invitation à venir dans ce lieu prestigieux vraiment du Collège de France qui a contribué d'une façon remarquable au développement de la science, en l'occurrence la chimie et en particulier l'interaction lumière-matière. Donc aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire avec vous, c'est de montrer vraiment l'impact de mécanismes réactionnels pour comprendre certaines transformations chimiques, mais aussi pour faire le design de nouvelles approches et que soit, j'ai mis ici entre parenthèses vertes parce qu'ils ne sont pas 100% verts, donc on va discuter de ça. Donc tout au long du cours de lui, il vous a introduit bien sûr l'utilisation de la photochimie organique, mais surtout le concept d'utilisation de la lumière pour fabriquer, pour former ou casser des liaisons chimiques qui a été introduit par le professeur Chamechan à l'Université de Bologne. Donc, qui a ici à Paris, c'est même à Paris, devant la Société chimique de France, a parlé de l'impact et l'importance d'utiliser la lumière comme vecteur d'énergie pour former des molécules énergétiques, bien sûr en s'inspirant du fameux mécanisme de la photosynthèse qui permet de convertir le dioxyde de carbone avec de l'eau en présence de la lumière vers du glucose. Bien sûr, les gens étaient intéressés beaucoup à cette chimie-là, à cette idée d'utiliser la lumière pour faire vraiment de la synthèse organique, mais beaucoup dans la communauté des chimistes organiciens de synthèse étaient un peu réticents à l'utilisation de la lumière. De ça, bien sûr, on va revenir là-dessus, mais bien sûr, l'idée globale, derrière ça, bien sûr, la source de la lumière est quelque chose qui vous permet de passer d'un état fondamental à un état excité, et par conséquent, vous pouvez générer des espèces qui sont hautement réactives, et vous pouvez bien sûr faire de la chimie. La lumière aussi, elle peut être sélective. On va voir tout à l'heure surtout la lumière visible pour interagir spécifiquement avec une molécule organique ou organométallique pour passer à l'état excité. Et donc, bien sûr, on peut la générer, on peut l'utiliser en excès parce que, bien sûr, elle n'aura pas vraiment de conséquences néfastes sur l'environnement, bien sûr, au contraire de certaines réactions ou certains composés organiques. Donc là, dans cet article de cette perspective de Jacques de Phil Baran, il résumait vraiment le problème, pourquoi les chimistes organiciens étaient réticents à l'utilisation de la lumière. Bien sûr, des problèmes est la génération des espèces hautement réactives, des radicaux. Et des radicaux, bien sûr, ils sont extrêmement réactifs. Et donc, par conséquent, ils peuvent former des produits secondaires en suivant ce qu'on appelle en chimie organique physique le principe de réactivité-sélectivité, c'est-à-dire si on génère des espèces qui sont hautement réactives, ils ne seront pas forcément sélectives. Et c'est la raison pour laquelle la chimie radicalaire était un peu en retrait par rapport à la chimie ionique, c'est-à-dire la chimie à deux électrons, électrophiles et nucléophiles, que plusieurs chimistes organiciens de synthèse utilisaient pour faire des transformations chimiques. Bien sûr, cette idée-là est pas tout à fait juste pour des raisons bien connues dans la littérature, c'est qu'on connaît beaucoup sur la réactivité des espèces radicalaires, on connaît beaucoup sur leur thermodynamique, et on peut faire des réactions radicalaires qui soient sélectives et qui soient vraiment assez robustes. Bien sûr, là, c'est un choix de certaines personnes scientifiques qui ont contribué à la compréhension fine des mécanismes radicalaires, Hans Fischer à travers les études par RPE, Bernd Giese, Brian Roberts et aussi certains collègues marseillais, l'équipe de Paul Tourdeau, Sylvain Marc et Didier Jegmès. Donc ça, c'était vraiment du point de vue réactivité, c'est-à-dire au moment où on peut comprendre leur réactivité, on peut maîtriser la synthèse et on peut bien sûr avoir des réactions qui sont propres. Et donc ce schéma-là, qui est dans un congrès en Belgique, le prix Nobel Sir Barton a laissé un bout de papier à Bernd Giese dans lequel il disait « 1950, la physique-chimie organique est un complément, 1982, une insulte ». Et là, ça résume un peu la situation à cette époque-là, c'est-à-dire plus on essaie d'étudier les mécanismes réactionnels, plus on essaie d'étudier leur réactivité, ça devient beaucoup plus compliqué, il y a pas mal de maths, il y a pas mal de graphes, et il y avait vraiment ce gap-là entre la physique-chimie organique et la synthèse organique. Et donc, à la fin des années 2000, David Macmillan de Princeton, Yoon et Corey Stephenson ont contribué à la renaissance de la catalyse photoredox, comme a été expliqué par Louis dans un précédent cours, la
la catalyse photoredox, c'est-à-dire l'utilisation de la lumière en présence d'un photosensibilisateur pour faire de la synthèse organique, est une idée qui est assez connue en chimie organique. Mais ces trois auteurs-là, ils ont montré, si vous voulez, l'impact ou l'intérêt de cette chimie ou de ce concept de catalyse photoredox. Comme vous le voyez ici, l'utilisation d'un colorant organométallique ou là, à faire vraiment des transformations assez robustes, comme vous voyez dans les rendements, mais on peut aussi contrôler la sélectivité, la diastéréosélectivité, mais aussi les non-sélectivités, c'est-à-dire le positionnement vraiment de la molécule dans l'espace, et on peut avoir uniquement un seul énantiomère, comme c'est montré ici dans cet élégant exemple de Macmillan. Et bien sûr, cette chimie-là, elle a été développée par d'autres personnes, notamment ici au Collège de France, par Jean-Marie Lain, qui était un des professeurs ici au Collège de France, qui a montré que même par la lumière visible, en utilisant un photosensibilisateur, on peut convertir le dioxyde de carbone au monoxyde de carbone avec de l'hydrogène. Et il disait à la fin de la conclusion de ce papier qu'il est vraiment très très important de faire des études mécanistiques pour comprendre et pour essayer vraiment à développer cette chimie. Donc là, on revoit bien sûr l'utilisation de cette chimie-là très récemment dans la littérature, mais comme vous le voyez, déjà en 1981-82, cette chimie-là elle a été développée en utilisant la lumière visible. Un autre exemple, à Grenoble, Alain Deronzier, qui a développé cette chimie-là. Là aussi, on parle de synthèse organique en utilisant le rétinium BP que vous l'avez vu dans la slide de Yoon, Macmillan, Stephenson pour faire des liaisons carbone-carbone de façon quantitative et en utilisant encore une fois la lumière visible. Donc il y a clairement une renaissance, mais cette chimie-là, elle a été largement développée, discutée auparavant dans la littérature. Donc là, depuis la renaissance entre guillemets de cette chimie-là, comme vous le voyez là, on peut développer d'une façon sélective, comme vous le voyez sur cette liaison, cette réaction de fluoration, on peut aller spécifiquement pour activer d'une façon sélective cette liaison carbone-hydrogène et en mettre un fluor à la place en utilisant ce photocatalyseur qui n'est pas cher et en utilisant une radiation à 365. On peut aussi partir pour valoriser certains déchets comme la lignine et avoir accès à des composés assez intéressants, ou même activer des gaz dits inertes, comme dans le cas du méthane, essayer d'activer la liaison carbone-hydrogène ici pour générer un radical carboné, et après on peut fonctionnaliser ce radical-là vers de différentes manières. Donc, qui montre clairement l'importance de cette chimie-là. Donc, d'une façon très mécanistique, assez simple, vous partez d'un photocatalyseur qui absorbe la lumière, vous passez à un état excité, et tout dépend de ce que vous avez au milieu. C'est-à-dire, si vous avez un donneur d'électrons, il sera oxydé, et donc le photocatalyseur il récupère un électron, donc vous êtes dans un processus réductif, et donc pour boucler cette vague-là, il vous faut un accepteur d'électrons pour accepter cet électron ici et revenir à l'état fondamental. Si vous avez un accepteur d'électrons, comme vous le voyez là, l'état excité de votre photocatalyseur, il va le réduire et il sera oxydé, donc on est en un régime oxydatif. Et pour revenir à l'état fondamental de photocatalyseur, il vous faut un donneur d'électrons. Donc au moment où on maîtrise cette chimie-là, c'est-à-dire on comprend qu'est-ce qu'on doit mettre en face du photocatalyseur, on peut générer des espèces qui sont hautement réactives, dont on peut bien sûr enterrer profil pour faire de la synthèse organique. Donc, d'une façon orbitalaire, comme vous le voyez là, vous êtes dans l'état fondamental. Si vous excitez votre molécule, elle va passer de l'état fondamental à l'état excité. Et ce qui est remarquable dans cette chimie-là, que cet état excité, elle peut être oxydatif ou réductif, tout dépend de ce que vous avez. C'est-à-dire, si le niveau énergétique ici de votre accepteur il est bas en énergie, il peut accepter un électron, et si vous avez un donneur, il peut donner son électron à l'état excité. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez important et assez unique à la photochimie. Donc, bien sûr, tout transfert d'électrons est réglé par des règles assez strictes en termes de thermodynamique et cinétique. Et donc, on peut même savoir si un transfert d'électrons peut avoir lieu de façon thermodynamique ou pas. On va revenir sur ça. Donc, Nicolas Thureau, qui est l'un des pères de la physique chimie organique appliquée à la photochimique, il expliquait selon ce qu'on appelle le paradigme de Thureau, c'est-à-dire vous avez une espèce R qui sera excitée, elle peut générer un intermédiaire et passer après à P, comme elle peut générer un autre état excité et passer au produit désiré. Donc l'importance de cette chimie-là, c'est qu'elle incarne plusieurs disciplines, la photochimie, la photophysique pour comprendre les états excités,
les études cinétiques pour comprendre la réactivité des radicaux, la spectroscopie pour caractériser les radicaux ou les produits que vous formez, et tout ça, bien sûr, pour faire de la synthèse organique. Donc ça, c'est ce qui fait vraiment le charme de cette chimie-là, mais qui fait aussi sa complexité, parce que vous êtes vraiment en présence de plusieurs espèces. Maîtriser leur réactivité et comprendre leur réactivité est quelque chose d'extrêmement difficile, mais un pas décisif, comme j'ai mis dans le titre, pour pouvoir aller plus loin et utiliser cette chimie-là. Donc là, c'est pour les chimistes organiciens de synthèse, donc c'est un peu compliqué, mais je vais le résumer d'une façon assez simple. Paolo Mercuri, qui est professeur à l'Université de Bologne, a publié une superbe revue à Angewandte Chemie dans laquelle il y a une sorte de roadmap pour assister les chimistes organiciens de synthèse à faire de la catalyse photoredox. Donc il y a une partie, ce qu'on appelle la partie design, dans laquelle vous allez regarder, bien sûr, choisir d'une façon très judicieuse vos réactifs, essayer de leur caractériser dans l'état fondamental par voltammétrie cyclique pour pouvoir comprendre leur capacité à donner ou à accepter des électrons. Regardez aussi la spectroscopie d'absorption pour voir où ils absorbent et est-ce qu'ils sont susceptibles d'interagir ensemble pour former d'autres espèces qui soient colorées et qui soient photoréactifs. Et donc, une fois que vous avez ça, vous pouvez développer votre réaction en étudiant, bien sûr, en faisant des modifications structurales sur votre réactif. Et je pense que l'étape la plus importante, c'est celle-là, la compréhension mécanistique. C'est-à-dire essayer de caractériser, essayer de regarder qu'est-ce qui se passe exactement une fois votre espèce a absorbé un photon, la caractériser par ce qu'on appelle la spectroscopie ultra rapide ou la spectroscopie par éclair laser, LFP qu'on voit ici, faire des études mécaniciques, etc. Donc je vais essayer de vous montrer quelques exemples par la suite. Donc mon équipe s'intéresse beaucoup à la chimie de phosphore, c'est-à-dire l'idée globale, c'est comment utiliser ce concept de catalyse photoredox, la lumière visible, pour faire des liaisons carbone-phosphore. L'intérêt il est assez important parce que, comme vous le voyez, vous pouvez trouver ces molécules phosphorées en chimie médicinale, vous pouvez le trouver aussi en catalyse, comme catalyseur eux-mêmes, comme vous le voyez là dans ce catalyseur de Benjamin List, le prix Nobel de 2021, comme délégants aux méthodes de transition, eux-mêmes pour faire des matériaux organiques, comme ces matériaux à base de phosphore qui servent comme des OLED. Donc il y a vraiment une importance majeure pour développer des méthodologies de synthèse qui permettent de faire ce type de liaison carbone-phosphore d'une façon propre et robuste. Donc nous, on s'est intéressé à utiliser ce type de composés. C'est ce qu'on appelle les sels de péridénium. Ces sels de péridénium, ce sont, comme vous le voyez, ils portent une charge positive, donc ils sont accepteurs d'électrons, donc ils ont une capacité à accueillir, entre guillemets, un électron. Et donc, quand il accepte un électron, vous pouvez cléver d'une façon plus ou moins simple la liaison N plus R. L'avantage de ces sels de péridénium, c'est qu'ils sont accessibles. Vous pouvez le faire en 2-3 étapes de synthèse. Vous pouvez le faire en échelle de grammes. Et quand vous clévez là, comme vous le voyez, vous pouvez générer différents types de radicaux carbonés, oxygénés, azotés, qui sont très, très importants pour faire des liaisons carbone-oxygène ou carbone-azote, etc. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'était ça, ce radical oxygéné, pour une raison assez simple, c'est que ce radical-là, il est très réactif, donc d'un point de vue cinétique et thermodynamique, il aura la capacité d'abstraire cet hydrogène, cet atome d'hydrogène, pour générer un radical phosphoré qu'on peut l'utiliser pour la formation de liaisons carbone-phosphore. D'accord? Donc cette stabilité, celui-là, il est beaucoup plus stable que celui-là, et par conséquent, ça serait simple de le générer. Donc ces sels de péridénium sont très connus dans la littérature comme étant des électrophiles. Donc si vous êtes avec un système à 2 électrons, vous pouvez faire réagir à différentes positions. Mais encore une fois, un physico-chimiste organicien, Jay Cauchy, aux États-Unis, a montré en fait que ces composés-là, vous pouvez moduler leur capacité à accepter des électrons en effectuant des substituants soit sur le noyau aromatique, soit sur vraiment la liaison N plus X. Et vous pouvez voir que vous pouvez bien sûr générer différents types de radicaux, et donc c'est ce qu'on a essayé de le faire ici. Donc les radicaux en soi, leur réactivité, comme j'ai expliqué, les études cinétiques ont permis de mesurer la constante de vitesse, par exemple, de l'adhésion de ce radical-là sur la double liaison ici. Vous pouvez voir que c'est assez rapide. Il peut même attaquer une molécule de benzène pour former des liaisons carbone-phosphore.
vous pouvez abstraire un atome d'halogène, comme vous le voyez là, et vous pouvez même l'oxyder pour générer un radical cation. Donc il y a un intérêt synthétique fort, parce que si vous réfléchissez un peu par rapport à ces différentes transformations, vous pouvez par exemple ici oxyder des protonés, et vous aurez une réaction d'arrélation assez intéressante en chimie organique de synthèse. Donc nous, on s'est intéressé à ce qu'on appelle les benzophospholes. Ce sont les analogues, si vous le connaissez, de l'indole, quand vous avez un azote à la place. Et ces molécules, ils ont beaucoup d'importance, si vous voulez, dans différentes disciplines. En l'occurrence, par exemple, pour fabriquer des OLED, dans la chimie dans ce qu'on appelle bien sûr la chimie de matériaux, comme vous le voyez là, professeur Nakamura au Japon, il a montré que vous pouvez avoir des matériaux assez intéressants, avec des propriétés très très intéressantes pour faire des OLED. Ou vous pouvez les utiliser pour faire vraiment ce qu'on appelle des fluorescentes probes pour l'ion sodium, comme elle a été développée par le groupe de professeur Yamaguchi au Japon. On regarde un peu la synthèse organique, donc sans rentrer trop dans les détails, ça nécessite plusieurs étapes de synthèse. Vous travaillez dans des conditions inertes et vous utilisez généralement des composés organométalliques en excès. Et donc l'idée était de vraiment vouloir, et aussi vous travaillez dans des conditions inertes en utilisant l'argon ou l'azote parce que c'est une chimie très sensible. Donc nous, l'idée était assez simple, était de partir de quelque chose de très, très, très simple. Si vous utilisez ce que j'appelle ici PC, c'est un photocatalyseur, quand il absorbe un photon, il va passer à un état excité, et à partir de cet état excité, il aura la capacité de donner un électron à celui-là, parce que, comme on avait discuté, il a cet ion de péridénium, il a une capacité à accepter facilement un électron. Donc, s'il accepte un électron, vous allez cléver cette liaison N+ oxygène, générant ainsi un radical oxygéné. D'accord ? Donc, ce radical oxygéné, comme on avait discuté, il peut abstraire un atome d'hydrogène pour former un radical phosphoré. Les constantes cinétiques qu'on avait discutées tout à l'heure montraient clairement qu'il peut s'additionner sur la triple liaison. Donc, une fois additionné, il va générer ce radical-là. Donc, vous voyez très bien ce radical-là, il n'est pas stable, donc il n'aura qu'un seul envie, c'est de cycliser pour avoir cet intermédiaire. Et donc vous voyez celui-là, il a cédé son électron, donc pour pouvoir le récupérer, il peut prendre cet électron-là. Et donc là, vous passez à une espèce hautement réactive qui n'a qu'un seul envie, c'est de déprotoner pour gagner l'aromaticité et passer à ce composé-là. Donc on regarde le bilan réactionnel, on a utilisé l'oxyde de phosphine, on a utilisé l'alcène en présence de cet oxydant, et de la lumière visible avec une quantité catalytique de catalyseur, on peut former ces composés-là qui sont d'habitude formés ou synthétisés dans des conditions beaucoup plus strictes ou compliquées. Donc Valentin Quin, qui a étudié ça, donc sans rentrer trop dans les détails de l'étendue de la réaction, a montré clairement qu'on peut former différents types de ce genre de molécules. La réaction peut marcher bien à l'échelle de grammes, on peut tolérer pas mal de groupes fonctionnels, etc. La réaction marche aussi bien si on change cette fois-ci les différents types de l'oxyde de phosphine. Et on peut avoir plusieurs types de molécules dans des excellents rendements. Une seule limitation, c'est la régiosélectivité. Quand le substituant n'est pas substitué là, on obtient deux régiosomères, mais qu'on peut facilement les séparer. Donc d'un point de vue synthétique, la réaction marche bien, mais on était un peu interpellé par l'association de ce colorant spécifique éosine Y avec cet oxydant. On avait testé pas mal de colorants organiques, organométalliques, mais la réaction a été beaucoup plus robuste quand on associait l'éosine avec cet oxydant-là. Et donc, du coup, on a étudié le mécanisme réactionnel. Donc, si vous regardez le spectre d'absorption de ce colorant-là, il absorbe vers les 530 nanomètres, mais dès que vous ajoutez des concentrations croissantes de cet oxydant-là, vous voyez un déplacement bathochrome. Vous voyez qu'il y a un shift vers un shift bathochrome du spectre visible, qui peut nous indiquer sur la formation possible d'un complexe. Il y a une sorte d'association entre ce donneur d'électrons-là et cet accepteur d'électrons. Donc, par des méthodes du visible ou par des Raman, on pouvait déterminer cette constante d'association qui est de l'ordre de 1,4 10 exposant 4, qui est assez importante dans un solvant qui est polaire comme le DMF. Et donc, on a aussi déterminé qu'il s'agit bien d'un complexe 1 pour 1, c'est-à-dire un donneur pour un accepteur. Donc, bien sûr, postuler ce complexe-là, ce n'est pas suffisant, il faut vraiment le caractériser et montrer ce qu'on forme exactement en solution. Et donc là, en regardant un peu dans la littérature, Itamar Willner, il a publié un article en 1992 où il montrait que des colorants de ce type-là
avec des vialogènes, c'est ce qu'on appelle le bispéridénium, là, ces celles-là, ils peuvent former ce qu'on appelle des complexes type pp, avec des interactions pp, ce qu'il appelle lui des complexes à transfert de charge, donneur-accepteur. Donc, si vous regardez l'information assez importante là, que la constante d'association, elle est assez similaire à ce que Valentin avait mesuré, on est vers les 10 exposant 4. Donc, on avait posé naturellement la question, serait-il possible d'avoir ce genre de complexe donneur-accepteur aussi dans ce cas-là, puisqu'on utilise un complexe accepteur d'électrons. Bien sûr, il va falloir le démontrer, et on était assez chanceux de pouvoir cristalliser ce complexe-là et montrer qu'il y a effectivement une interaction entre le noyau aromatique péridénium et le noyau aromatique de l'éosine. Et vous voyez la distance ici, c'est à peu près 3,4 angstrom, qui montrait qu'il y a une association entre ces deux complexes. Donc, bien sûr, ce qui est important, c'est de voir l'implication de cette association-là sur la réactivité chimique. Donc après, en collaboration avec notre collègue Jacques Lalevé, on a étudié, on a essayé de regarder, d'attraper les radicaux qui se forment dans le milieu réactionnel. Donc en prenant l'éosine avec le péridénium en présence de neutrons, qui est un trap de radicaux, et on irradiant à 530 nanomètres, donc on formait bien le radical oxygéné, puisqu'il va s'additionner sur la neutron pour former ce radical qu'on peut bien le voir par RPE, et les constantes de couplage sont bonnes en accord avec la littérature. Donc ça, c'est la première étape de génération de radical oxygéné. Donc on était intéressé après de voir la réactivité de ce radical oxygéné une fois que vous additionnez une quantité d'oxyde de phosphine. Et donc là, on voit qu'il en reste un peu de radical oxygéné qui a été trappé par électron ici, mais on forme bien un radical phosphoré, comme vous le voyez là, et les constantes de couplage hyper fin étaient bien en accord avec la littérature. Donc cette étude mécanistique nous a amené à proposer un mécanisme réactionnel dans lequel on postule que l'éosine et le péridénium viennent ensemble pour former dans l'état fondamental un complexe type éosine-péridénium. Ce complexe-là, il absorbe la lumière, il génère un radical oxygéné qu'on a pu le caractériser. Après, vous avez une réaction d'abstraction d'atomes d'hydrogène pour générer ce radical qu'on a pu caractériser également. Et après, vous avez l'addition, donc ces étapes-là sont assez rapides, et la cyclisation. Donc une fois que vous arrivez à ce radical-là, vous avez deux options. Soit il est oxydé par l'éosine qui est elle-même oxydée, donc pour pouvoir récupérer son électron et passer à l'état fondamental, soit par le péridénium qui peut lui aussi oxyder ça. Et donc si on est dans le premier scénario, on a vraiment un mécanisme qui est photocatalytique. Si on est vraiment dans ce schéma réactionnel, on est plutôt dans un mécanisme réactionnel, propagation de chaîne, c'est-à-dire la lumière sert uniquement comme étape d'initiation, mais qu'après, vous avez un relais par le péridénium. Pour pouvoir discriminer entre les deux, nous avons mesuré ce qu'on appelle le rendement quantique de la réaction, qui était à peu près de 0,2, qui montrait qu'on a probablement un mécanisme catalytique photoredox. J'ai dit probablement parce que ce n'est pas vraiment affirmatif. Donc, dans cette première partie, je vous ai montré l'importance ou l'intérêt d'utiliser les N-alkoxypéridénium, ce type de sel, qui peut facilement accepter des électrons, casser cette liaison et générer ce type de radicaux. Cette chimie, c'est ce qu'on appelle les chimies des alkoxys, est très riche. C'est-à-dire qu'une fois, par exemple, vous formez ce type de radicaux-là, il peut subir ce qu'on appelle un transfert d'atomes d'hydrogène type 1,5, 1, 2, 3, 4, 5 ici, vous générez un radical carboné. Si vous êtes en présence de double liaison, il peut cycliser, vous voyez ici les constantes de premier ordre, ou vous pouvez aussi, il peut se fragmenter pour générer ce type de radicaux. Et donc nous, l'idée, c'était vraiment d'utiliser quelque chose qui est connu aussi dans la physique chimie organique, c'est que ce radical-là, il est très connu de réagir très rapidement avec une constante de vitesse de 10 exposant 9, même plus, avec ce qu'on appelle les phosphites. Et donc, une fois il réagit, vous formez ce qu'on appelle les esters de phosphate, qui sont des composés très, très importants. Donc, notre idée était de poser une question assez simple. Serait-il possible d'utiliser ces PSL de péridénium en présence de phosphites pour former ces esters de phosphate? Bien sûr, la compétition ici, elle peut être assez compliquée parce que ce type de radicaux, que ce soit celui-là ou celui-là ou celui-là, sont des radicaux nucléophiles. Et donc, ils peuvent réagir avec le péridénium, donnant ainsi ce qu'on appelle une réaction de Minichi, c'est la substitution de péridine par un radical carboné. On va voir que ce n'était pas le cas. Donc, il y a quelques exemples là, par Sir Barton, un seul exemple qui montrait l'utilisation de la lumière UV.
et quelques exemples, une méthode qui est chimique et une méthode qui est électrochimique pour former ce type de composé. Donc nous, on avait montré que cette réaction-là marche très très bien en prenant de N-alkoxypyridinium avec des phosphites, en utilisant ce photocatalyseur. Et comme vous le voyez, on obtient vraiment des rendements bons à excellents. On peut aller vers des structures assez compliquées. En aucun de ces cas-là, on a observé l'addition de radicaux carbonés sur ça, donc réaction vraiment très très propre en termes de réactivité. Donc, niveau mécanistique, pareil, on a utilisé la RPE pour montrer qu'on forme bien ce radical-là. Donc, ce radical, il réagit immédiatement avec le radical phosphoré et on forme ce qu'on appelle des radicaux type phosphoranyle. Les radicaux phosphoranyles, c'est quand vous avez un radical centré sur le phosphore avec 4 substituants. Donc, ça aussi, c'est une chimie largement développée, qui a été développée par Buntrow dans les années 80-90. On connaît très bien que ces radicaux-là, ils peuvent soit cliver à cette position-là, soit avoir un clivage à ce stade-là. C'est ce qu'on appelle l'alpha session ou la beta session. Donc nous, dans notre cas, ce qui s'est passé, c'est que ce radical-là, immédiatement, il s'oxyde pour former un phosphonium. Et puisque vous générez la pyridine dans la première étape de transfert monoélectronique, cette pyridine va vous servir pour déméthyler ici, formant ce composé-là qu'on a pu caractériser et votre produit d'arrivée. Et donc là, on a étudié, comme vous le voyez, vraiment différentes étapes et on a pu confirmer cette hypothèse mécanistique. Donc ça, c'est ce que je vous ai parlé. Donc vous pouvez cliver, si vous formez un radical type phosphoranyle, cette liaison ou cette liaison, tout dépend de ce que vous avez comme ligand ici ou ici, pour former soit un oxyde et un autre radical. Donc ça, par exemple, différents exemples dans la littérature, par exemple, Abbé Doyle, qui était à Princeton, il avait montré que si vous formez ce type de radicaux phosphoranyles avec 4 liaisons, vous pouvez cliver à ce niveau-là, générant ainsi un radical aminyle, un radical azoté que vous pouvez utiliser. Song-Woo Hong du KAIST en Corée du Sud a montré que si vous choisissez d'une façon très judicieuse les substituants sur votre phosphore, vous n'allez pas cliver ici, mais vous allez cliver à la position bêta là, et vous allez générer cette fois-ci un radical soufré. Et donc vous voyez très bien qu'il y a vraiment, selon le type de composé que vous utilisez, vous pouvez générer d'une façon propre, sélective, un radical que vous pouvez l'utiliser en synthèse organique. Donc nous, on posait vraiment une question complètement différente. Ici, on jouait un peu sur la géométrie du phosphore, en utilisant un phosphore à géométrie contrainte. Donc là, vous pouvez regarder que ce radical-là, on ne va pas cliver là ou là, mais probablement on va cliver à ce niveau-là pour générer un radical carboné, qu'il va cliver encore une fois pour gérer l'éthylène et générer ainsi un radical phosphoré. Donc c'était ça l'hypothèse de départ pour pouvoir générer ce radicaux. Et donc l'idée, c'était de partir de nocelles de pyridinium, cette fois-ci des aminopyridinium. Donc on sait très bien que les photocatalyseurs peuvent cliver les pyridinium pour générer un radical aminyle. Ce radical-là, il peut s'additionner sur le phosphérane pour générer ce radical. Et l'hypothèse, est-ce qu'on peut cliver à ce niveau-là pour générer l'éthylène et former un radical phosphoré? Et puisqu'on est en régime oxydatif, il peut l'oxyder et former des espèces qui sont hautement réactives, ce qu'on appelle le phosphinium. Donc c'est à charge positive sur le phosphore avec 2 substituants. Et ça, ces espèces extrêmement importantes en chimie inorganique organique, ils sont des excellents acides de Lewis, c'est-à-dire ils ont une appétit assez remarquable pour accepter des donneurs d'électrons, qui serait le cas là, pour former ça. Donc là, vous regardez le bilan réactionnel, on part d'un composé avec une liaison N+ azote pour intercaler l'atome de phosphore entre les deux et générer cette espèce. Et cette espèce-là, elle est très très intéressante. Pourquoi? Parce que ce phosphore devient très très électrophile. Et par conséquent, ce qu'on peut faire, c'est mettre des nucléophiles et former différents types de liaisons phosphore-carbone, phosphore-azote, phosphore-oxygène de façon très, 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 très simple. Et donc ça, on avait bien montré que c'est bien le cas. Vous prenez ce photocatalyseur organique, j'imagine, lui vous a parlé de ce photocatalyseur assez, entre guillemets, universel, qui montre des applications, que ce soit en régime oxydatif ou réductif, et que vous pouvez former ce type de sel d'une façon très, très, très propre. Donc après, vous additionnez le nucléophile, vous pouvez former ce que vous voulez, donc on a plus que 40 exemples, et vous pouvez après, pour faciliter l'étape de purification, oxyder et purifier
ce genre de composé avec une façon assez nette. Donc là, on voulait vraiment comprendre et voir les différents types des espèces radicalaires qui sont formées dans la réaction, et en collaboration avec mon collègue Xinwei Guo. Donc lui, il a développé une technologie, une méthode assez propre en fait, qui vous permet de suivre la formation de radicaux à l'échelle de nanosecondes aux microsecondes. Donc vous pouvez voir déjà au moment de l'irradiation qu'est-ce que vous formez, et nous avons mis en évidence la formation de radicales azotés et après la formation de radicales phosphorés, confirmant ainsi la possibilité confirmant ainsi le mécanisme réactionnel proposé. Donc comme je vous ai montré, cette réaction, c'est pour ça que j'ai mis dans le titre chimie verte entre guillemets, les réactions que je vous ai montrées marchaient très très bien, mais un inconvénient, c'est que vous générez systématiquement de la pyridine comme sous-produit. Donc on avait réfléchi un peu à regarder le problème autrement, c'est-à-dire on sait très bien que ces composés-là sont précurseurs de radicaux oxygénés. Les radicaux oxygénés sont des radicaux qui sont électrophiles, d'accord ? Donc ils n'ont aucune chance d'interréagir avec le pyridinium. Mais si on inverse la polarité, en passant à un radical nucléophile, ces radicaux nucléophiles, ils peuvent s'additionner sur le pyridinium et on peut fonctionnaliser le pyridine vraiment pour avoir des composés de ce type-là. Donc ça, bien sûr, tout un travail très très élégant a été développé par Seung-Woo Hong au KAIST, au Corée du Sud. Donc pour appliquer ça, on voulait appliquer ça à deux radicaux qui sont nucléophiles et qui ont un intérêt synthétique assez important. C'est le radical type silyle et le radical hydroxyméthyle. Donc ces deux radicaux, on peut les former par abstraction d'atomes d'hydrogène, soit du silane, qui sont des produits commerciaux et qui ne sont pas chers, ou soit du méthanol, pour former ce type de radicaux, et qui sont aussi, comme vous le voyez, les pyridines silylées ou hydroxyméthylées. Il existe dans un certain nombre de composés, et surtout en medchem. Donc on avait étudié cette réaction-là, ça marchait très très bien, on peut former des liaisons carbone-carbone, on peut former des liaisons carbone-silicium, avec une limitation, c'est le problème de sélectivité en position C2 et C4, que je reviendrai à la discussion par la suite. Mais la réaction, elle vraiment marche et les rendements sont bons et excellents. Donc ça, c'est le mécanisme réactionnel en collaboration avec le collègue Akil Hossain, qui avait montré qu'une fois qu'on forme le radical oxygéné, par exemple dans ce cas-là, le cas de cyclohexane, donc une étape d'abstraction, génération de radical carboné, et comme vous le voyez là, l'étape d'addition, que ce soit sur la position C4 et C5, la différence de barrière énergétique elle est très très faible, ce qui explique cette faible régiosélectivité parce que on n'arrive pas à discriminer entre la position C2 et C4. Donc une fois que vous formez ça, puisqu'on est en présence d'une base, on peut déprotoner formant cette espèce-là. Et cette espèce-là, elle peut succléver de façon homolytique à ce niveau-là pour générer votre produit et générer le radical oxygéné. Donc là, on est typiquement dans un cas de mécanisme réactionnel radicalaire en chaîne. Le rendement quantique de ce type de réaction, c'est 40-45. Donc il montre vraiment que la lumière est utilisée comme étape d'initiation. Donc là, pour vous résumer cette partie-là, génération de radical oxygéné, et vous formez votre radical nucléophile. D'accord ? Donc si cette étape-là elle est irréversible, donc vous avez l'addition, déprotonation et la formation de votre produit désiré. Mais si cette réaction est irréversible, ce radical-là, il peut s'oxyder, que ce soit par le radical cationique ou par le pyridinium, pour former le cation. Et ce cation, c'est un excellent acide de Lewis, donc il sera combiné avec la pyridine. Et donc ça, c'est ce qu'on avait, en s'inspirant des travaux de Louis, on voulait utiliser le NHC borane, qui est connu pour avoir une liaison BH qui est assez faible. Donc on voulait abstraire la liaison BH, générer un radical borylé qui est nucléophile et essayer de faire des réactions de borylation. Cependant, ce radical-là, il s'oxydait vers le cation borénium qui a été quenché par la pyridine. D'accord ? Alors bien sûr, vous pouvez regarder ça comme étant une limitation de cette méthodologie, mais des gens aux États-Unis, l'équipe de Patricia Musacchio, elle avait montré qu'en fait, on peut utiliser ça comme étant une nouvelle approche synthétique. C'est-à-dire, une fois que vous générez le radical, que vous l'oxydez en cation, on peut former des liaisons azote-carbone, comme vous le voyez là. Le schéma mécanistique est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, vous avez l'étape d'abstraction d'atomes d'hydrogène, oxydation, et ce radical-là, il est directement attrapé par un nucléophile azoté pour former ça.
Et donc c'est une approche complémentaire pour faire ce genre de chimie. Donc dans la dernière partie de cette présentation, on va essayer de discuter l'importance ou l'impact de la lumière pour faire des réactions qui ne sont pas possibles thermiquement et qu'on peut les contrôler donc, dans un système dual, c'est-à-dire catalyse photoredox plus un autre catalyseur. Donc pour former des doubles liaisons, que vous le voyez ici, on peut, cette chimie-là a été largement développée par des réactions purement organiques, organométalliques. Le problème majeur, c'est que dans plusieurs cas, soit vous utilisez des conditions inertes en utilisant des composés qui ne sont pas simples à manipuler, et dans plusieurs cas, vous formez l'oxyde de phosphine comme étant un produit secondaire. Et sans aucun doute, l'une des méthodes les plus élégantes pour former des liaisons carbone-carbone, des doubles liaisons, c'est la méthode qui a été développée par Grops, Schrock et Yves Chauvin et qui a été nobelisée en 2005, qui consiste à prendre deux alcènes, comme vous le voyez là, un catalyseur organométallique à base de ruthénium, comme vous le voyez là, et vous pouvez former ce type de composé. Bien sûr, ce type de composé, si vous utilisez ce type de catalyseur de ruthénium, qui sont dans la plupart des cas stables, etc., vous allez avoir ce qu'on appelle un isomère type E, c'est-à-dire R1 et R2 vraiment de côté opposé. Maintenant, si vous voulez avoir le R1 et le R2 du même côté, vous devriez faire tout un travail de design sur les ligands de votre complexe de ruthénium pour obliger les deux substituants ici à se mettre du même côté pour des raisons cinétiques, parce que dans l'état de transition, le ligand que vous avez là, il va se trouver en gène stérique avec le substituant, et par conséquent, cet isomère-là, il est plus possible, et vous formez plutôt celui-là. Donc ça se fait sur un plan de design autour du ligand sur votre catalyseur. Et ces catalyseurs-là, ce sont des catalyseurs que vous utilisez dans la boîte à gants, etc. Donc l'idée était très simple. Serait-il possible d'utiliser plutôt des catalyseurs qui sont stables, mais enterrer profil de la lumière qui peut photoisomériser et qui peut bien sûr nous donner le complexe ou le produit qui est le produit type Z. D'accord ? Donc c'était ça vraiment l'idée que nous avons essayé de regarder. Est-ce qu'on peut utiliser un photocatalyseur de ce type-là avec un catalyseur de métathèse avec un photocatalyseur et passer directement de façon sélective vers cet isomère-là. Bien sûr, sur le plan mécanistique, c'est assez compliqué, on va revenir. Donc là, pour vous expliquer un peu cette réaction de photoisomérisation qui se fait par un mécanisme de transfert d'énergie, c'est très simple, vous utilisez ce qu'on appelle un photocatalyseur ou plutôt un photosensibilisateur, et le mécanisme se fait par un transfert d'énergie triplé. C'est-à-dire si l'énergie triplée de votre photocatalyseur est au-dessus de cet isomère-là, le E, que vous le voyez là, donc on peut avoir de transfert d'énergie pour passer à celui-là. Pour que la réaction marche et qu'elle soit complètement quantitative, il faut que la réaction inverse, c'est-à-dire de Z vers E, soit pas possible. C'est-à-dire que l'énergie triplée de cet isomère-là soit cette fois-ci au-dessus de l'énergie triplée de votre photocatalyseur. Et par conséquent, vous cumulez et cette réaction-là devient endothermique, c'est-à-dire pas possible sur le plan thermodynamique. Donc, un des acteurs majeurs dans cette chimie-là, c'est l'équipe de Ryan Gilmour, qui avait montré qu'il est possible d'utiliser des photocatalyseurs organiques type riboflavine, dont l'énergie triplée est à peu près de 50 kcal par mol, et vous pouvez isomériser de façon sélective l'isomère qui est plus stable thermodynamique vers l'isomère le moins stable thermodynamique type Z. D'accord ? Et pour les mêmes raisons que j'ai discutées tout à l'heure, le chemin inverse et le chemin retour, il n'est pas possible thermodynamiquement. Donc, dans notre cas, nous avons regardé différents types de photocatalyseurs dans cette réaction-là. Donc, cette réaction, c'est one pot, c'est-à-dire on met par exemple l'hystérène en présence du photocatalyseur, donc un des cétobracatalyseurs, et le catalyseur de Groupes deuxième génération. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, cette réaction elle est un peu compliquée. Pourquoi ? Parce que le catalyseur de métathèse lui-même, il est photoactif. Il absorbe la lumière. Donc, par conséquent, il peut bien sûr faire rentrer en compétition avec le photocatalyseur qu'on a mis.
D'autre part, quand vous avez l'étape de dissociation pour former ce complexe-là aussi absorbe la lumière. Dans cette étude de Jeff Maury, il avait montré que ces deux espèces-là sont photoactives. Un autre problème qui peut s'ajouter à tout ça, c'est que vous avez un photocatalyseur. Donc si le photocatalyseur il va accepter la lumière, il peut y avoir des réactions de transfert d'électrons qui peuvent aussi compliquer la situation davantage. Donc on a Salwa Sheli, donc elle a étudié par spectroscopie transitoire ce qui se passe. Ce qu'on avait montré en fait, c'est qu'une fois vous utilisez le 4CZDPN, donc encore ce photocatalyseur, en présence du catalyseur de groupe de deuxième génération, ce qui se passe, c'est immédiatement on observe une étape d'oxydation. C'est-à-dire que celui-là il est oxydé et celui-là il est réduit. Et on voit très bien la formation de cette bande de ce radical anionique qui a été caractérisée dans la littérature. Donc ça, c'est en bon accord avec la littérature. Vous voyez, ça absorbe après à 450 nanomètres, même chose ici. Donc on voit bien ça. Mais ce qui est important ici, c'est que vous avez une étape, ce qu'on appelle back électron transfert, c'est-à-dire celui-là va redonner l'électron à celui-là pour revenir à l'état fondamental, qui est très très rapide, qui est de l'ordre 10 exposant 10. Donc vous l'oxydez certes, mais vous n'allez pas inhiber votre catalyseur de métathèse, il reste toujours actif. Et donc on a étudié en collaboration avec ma collègue Isabelle Dixon du laboratoire de chimie physique quantique, donc elle a étudié le processus réactionnel et elle avait montré effectivement, donc on a calculé les différentes énergies triplées, la capacité d'avoir des transferts d'électrons ou de transferts d'énergie. Donc vous le voyez, les espèces qu'on forme ici, ils ne sont pas susceptibles d'avoir un transfert d'énergie, ils sont très très bas en énergie. Donc ce qu'on avait montré en fait, c'est que vous avez un mécanisme de métathèse classique et que la lumière, une fois donc vous générez l'isomère E par le catalyseur de groupe de deuxième génération, la lumière vient par un transfert d'énergie convertir cet isomère E vers l'isomère contradéharmodynamique Z d'une façon assez propre. Donc après, bien sûr, ça devient la tâche la plus simple, c'est de faire de la synthèse. Donc on avait montré que ça marche très très bien, les rendements sont bons, excellents, les sélectivités sont assez respectables, que ça ne marche pas uniquement pour former des stilbènes, mais que vous pouvez bien sûr utiliser ça pour former des esters, toujours l'isomère Z étant l'isomère le plus prépondérant. Donc la question qu'on s'est posée après, est-ce qu'on peut aller vers... Donc on a bien montré que par transfert d'énergie, on peut aller de l'isomère qui est thermodynamique vers l'isomère qui est contrathermodynamique. Est-ce qu'on peut faire le schéma inverse? L'intérêt de ça, d'une façon a été démontré par Mathias Silvi, qui avait montré que pour aller vers E vers Z, c'est assez connu, étudié, mais faire Z vers E, il est peu étudié. Et donc on voulait étudier cette possibilité-là en collaboration avec l'équipe de Didier Borisseau et en collaboration avec Denis Jacquemin, qui est un expert dans le domaine de la théorie. Donc l'équipe de Borisseau avait montré la capacité de former de façon très très propre, par un couplage pallado-catalysé, ce type de composés, les vinylsilanes. Et donc l'idée était, la question qu'on se posait, serait-il possible de convertir ça vers l'autre isomère de façon très propre? Et donc on a étudié pas mal de catalyseurs, on avait montré qu'en utilisant cet acridinium-là, l'acridinium de David Naitchevich, on peut avoir accès à ce type de composé. Bien sûr, nous, ce qui nous intéressait, certes, cette partie synthétique, mais on voulait vraiment comprendre comment ça marche. Parce que ce catalyseur-là, vous savez, il est chargé positif, donc il est très très connu d'être oxydatif. D'accord? Et donc, Denis Jacquemin a fait les calculs et elle avait montré que l'isomère Z, c'est l'isomère le plus stable thermodynamiquement. D'accord? Donc ça, c'est l'isomère type Z, et ça, c'est l'isomère vraiment type E. D'accord? Et donc, on voulait vraiment comprendre comment ça marche, surtout que celui-là, comme vous le voyez, à partir de son potentiel redox, il est très oxydant. Donc, on avait étudié par spectroscopie transitoire, le mécanisme réactionnel, c'est-à-dire prendre le photocatalyseur en présence des deux isomères, donc une fois avec cet isomère-là et l'autre avec cet isomère-là, et vous voyez qu'on voit clairement la formation de radicales cationiques. Donc il y a une étape, vraiment, on est ici, pas en mécanisme de transfert d'énergie, de toute manière, l'énergie triplée d'acridinium, elle est assez basse, donc là, on est dans un mécanisme type transfert monoélectronique. On voit très bien, donc si vous le comparez les spectres d'absorption transitoire de radicaux cationiques
ou celles de Stilben qui ont été publiées par Sam Farid, vous voyez très bien que la même tendance. D'accord? Donc on a essayé de comprendre et d'étudier vraiment la réaction. Donc ce qui se passe, c'est que donc, une fois que vous utilisez votre photocatalyseur, vous passez à l'état excité et que vous avez vraiment vous faites de transfert monoélectronique, single electron transfert, pour générer ce radical cationique. Donc la première hypothèse qu'on a mise, c'est que peut-être il y a un facteur très important en catalyse photoredox, c'est l'évasion de radicaux. Donc une fois que vous formez une paire de radicaux, le radical cationique et le radical anionique, c'est que leur capacité à échapper pour former, bien sûr, pour être séparés et faire de la réactivité. Parce que ce qui se passe dans plusieurs réactions photocatalytiques, une fois que vous formez une paire de radicaux, c'est-à-dire cationique et anionique, vous pouvez avoir un électron transfert de retour et vous formez vos produits de départ. Et donc, ce qu'on peut vraiment mesurer, ce qu'il avait publié ici dans une excellente revue de Ludovic Thoirin, Gauthier à Kemrev, mais aussi d'Oliver Wenger, c'est qu'on peut mesurer ces paramètres-là, c'est-à-dire le rendement quantique d'élévation de la cage. Donc au début, on s'est dit peut-être un isomère, il peut vraiment partir de la cage pour former le radical cation, le radical anion, et l'autre, il va subir un transfert électronique d'électrons inverse pour revenir. Donc là, on a regardé, et vous voyez, celui-là, il est de 0,65, et l'autre isomère, il est 0,41. Donc ce n'est pas vraiment très, très discriminant. On s'est dit, peut-être il y a d'autres paramètres qui peuvent vraiment rentrer en jeu. C'est-à-dire, là, ce qu'il montre, c'est qu'il y a vraiment les deux radicaux, ils peuvent partir de la cage. Et donc, ce qu'on avait fait avec Denis Jacquemont, c'est qu'il a calculé en fait la barrière de rotation. Et ce qu'il se trouve, c'est que là, la barrière de rotation, elle est assez faible pour former le composé qui est thermodynamique, et dans l'autre cas, ça demande beaucoup plus d'énergie. Donc, tout dépend, bien sûr, de la capacité de ce radical cationique à effectuer une rotation pour former l'autre radical. Et ce radical-là, par transfert monoélectronique, vous pouvez juste le neutraliser par le photocatalyseur ici pour former celui-là. Et donc c'est ça vraiment qui explique la haute sélectivité observée dans notre réaction. Donc là, j'arrive à la fin de la présentation. Donc j'aimerais bien tout d'abord te remercier, Louis, pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de venir au Collège de France partager avec vous et avec l'audience pour vraiment les travaux de l'équipe. Je remercie les gens qui ont contribué à ce travail-là, notamment Salwa, Avisek, Van, Saïf et surtout Valentin, avec qui j'ai démarré ce projet de recherche, Fatima, William, Alia et Annie-Claude, avec qui j'ai démarré aussi ce projet quand j'étais à Caen. Je remercie les différents collaborateurs. Il y a bien sûr des collaborateurs locaux, mais aussi de Toulouse, de France, la Chine, en Allemagne, aux États-Unis, en Irak. Donc on a vraiment une activité de recherche assez variée. Je remercie le CNRS pour le soutien, la ANR qui finance avec Auril nos activités de recherche, l'Université de Toulouse qui nous héberge et bien sûr à vous tous pour votre attention. Merci.